Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice de thermochimie qui s'appelle voiture à essence. Donc on nous dit que l'essence est un mélange de divers hydrocarbures de masse volumique 750 kg par mètre cube, que l'on peut en première approche assimiler à un alcane C6H14, donc l'hexane. Dans un moteur, la propulsion est assurée par la combustion d'un mélange stoichiométrique, ça c'est important, air-essence. Dans sa modélisation par une machine ditherme, la température T chaud de la source chaude peut s'identifier à la température de flamme de la réaction, alors que le transfert thermique Q chaud correspond à celui libéré par la réaction. Tout ça, c'est important. La température T froide, c'est 20 degrés Celsius que l'on donne. Et donc, dans un premier temps, on me demande d'écrire la réaction de combustion de l'essence. Donc, on y va. Un C6H14 gazeux plus O2 gazeux égale H2O gazeux plus CO2 gazeux. Et donc, ici, on va équilibrer les nombres stoichiométriques. On me dit de prendre un nombre de 1 sur le C6H14, donc je vais mettre 6 carbone. En termes d'hydrogène, il va m'en falloir 7 H2O, ce qui me fait 6 fois 2, 12 et 7, 19 oxygène. Et donc, je vais mettre 19,5 ici, dans la mesure où on m'oblige à mettre un coefficient 1 devant l'hexane. On me donne l'enthalpie standard, qui vaut moins 4200 kJ par mol. Et on me demande de raisonner sur N mol d'essence et de déterminer la température après combustion adiabatique, donc température de flamme. Donc ici, on me dit que je pars de N mol d'essence, et on a un mélange stoichiométrique, comme dit dans l'énoncé, R essence. Ça veut dire que N est égal à N2O2 sur 19,5, et donc on en déduit que N2O2 est égal à 19,5 de petit n. Maintenant, chose à ne pas oublier, je vais faire un petit peu de place ici, on a un mélange stoichiométrique, mais air essence. Donc dans l'air, je n'ai pas que du dioxygène, j'ai évidemment du diazote. Donc ce diazote, je dois donner sa quantité initiale. On a N2N2 qui est égal à 4 fois N2O2, tout simplement, puisque ça c'est la stoichiométrie qui va me l'imposer en termes de quantité de O2 et de N2, c'est du 80-20, et donc ça va me faire 38N ici. Donc ça c'est à l'état initial. Maintenant à l'état final, évidemment on a une réaction qui va être supposée totale, c'est une combustion. L'azote est présent mais ne réagit pas, et comme je suis en proportion stoichiométrique, je consomme mes deux réactifs, je forme 7N de H2O et 6N de CO2. Pourquoi ? Parce que ici, je passe de N à 0 avec un coefficient stoichiométrique 1, donc Ximax vaut N. Donc finalement, si on résume, dans l'état initial, on a une température initiale qui vaut ici 20 degrés Celsius, qui est TF. Et on a comme espèce du C6H14, on en a N mol, on a du O2, on en a 19,5 de N, et par contre du CO2, du H2O, on en a 0, et du N2, on en a 38 N. L'objectif est de calculer la variation d'enthalpie lorsqu'on arrive dans l'état final, pour lequel j'ai une température qui s'appelle T chaud, supérieure à TI, pour lequel j'ai consommé mon hexane, j'ai consommé mon dioxygène, et j'ai formé par contre du CO2, du H2O, et j'ai toujours du N2 ici présent. Donc la transformation, comme d'habitude, elle est isobar ou monobar, tout du moins adiabatique. Voilà, cette méthode, elle devient un petit peu classique maintenant. J'espère que vous êtes habitués. Je vais détailler légèrement moins. Delta H égale Q égale 0, puisque l'énoncé me demande de déterminer la réaction de combustion adiabatique. Et donc, je vais passer par un état intermédiaire dans lequel je fais la réaction, mais pour laquelle je reste à température constante. Donc, je fais disparaître mon hexane, mon dioxygène, et par contre, je forme mes produits, et je n'oublie pas mon diazote. Voilà. Donc là, c'est la réaction
monobar isotherme. Et ici, eh bien, je réchauffe, c'est l'échauffement monobar. De gaz, hein, tout simplement. Donc c'est assez facile de traiter séparément ces deux parties. Donc par des formules de cours, j'obtiens que delta H1 c'est Ximax delta RH ronde, c'est-à-dire ici N delta RH. Bon. Et j'obtiens que delta H2 c'est égal à la somme sur I de tous les gaz que j'ai à réchauffer des NI CPMI delta T, avec les CPMI qui me sont donnés pour CO2, N2 et H2O. Et donc ça, c'est égal, je vais directement factoriser par N, facteur de 6 fois la capacité de CO2, plus 7 fois la capacité molaire de H2O, plus 38 fois la capacité molaire de N2, le tout multiplié par delta T. Je vais poser grand C M ronde la capacité totale de ce truc-là que je vais calculer. C'est donc 6 fois celle de CO2. Donc 6 fois 37,1 plus 7 fois celle de H2O, 7 fois 33,6 plus 38 fois celle de N2. N2 c'est 29,3. Et je tombe sur 1571. Ici joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Et j'obtiens que delta H égale 0 égale delta H1 plus delta H2, c'est-à-dire N delta RH ronde, plus N CM ronde delta T. Et donc j'obtiens que TF est égal à TI, les N se simplifient, c'est assez classique, TI moins delta RH standard divisé par la capacité CM ronde. Et donc j'obtiens 293 moins, donc delta RH c'était moins 4200, donc plus 4200. Attention, je le mets bien en joules, divisé par ce que je viens de calculer. Et j'obtiens 2970 Kelvin comme température de la source chaude. Alors c'est TF, c'était chaud en réalité ici. La température de la source chaude. En déduire le rendement de Carnot, on sait que le rendement de Carnot, c'est 1 moins TF sur TC. Donc ici, c'est 1 moins 293 divisé par 2,97 10 puissance 3. Et donc, on tombe sur 0,9, 0,90, ce qui est un rendement de Carnot assez important et qu'on va essayer de comparer au rendement réel. Donc on me dit que la voiture de tourisme consomme 8 litres d'essence au 100 km et que ce parcours lui prend 1 heure et nécessite que le moteur fournisse une puissance de 25 kW. Calculer la quantité de matière consommée en alcane. Eh bien on a que N c'est petit m sur grand M, c'est donc mu fois V sur grand M. Donc ici on me dit que c'est 8 litres d'essence au 100 km. Voilà. Donc on a tout simplement une quantité de matière de 8 litres, fois donc 8, 10 moins 3 fois 750, divisé par la masse molaire, ici qui est c'est du C6H14, donc 6 fois 12 plus 14. Et donc ça fait 70 moles. 70 moles pour 100 km. Voilà, pour la quantité de matière. En déduire le transfert thermique Q chaud libéré par la réaction de combustion, eh bien Q chaud, c'est... Alors le transfert thermique libéré, c'est moins, attention, on va peut-être pas l'appeler Q chaud parce que Q chaud, ça fait référence à celui gagné par le fluide, donc il s'appelle ici QCH, mais c'est moins Q chimique, si vous voulez, moins Q de la réaction. C'est donc égal à moins N delta RH standard. Et donc, on multiplie ça par 4200 et on obtient 293 mégajoules.
comme transfert thermique Q-chaud, libéré. Encore une fois, attention aux conventions de signe entre le transfert thermique libéré et celui absorbé par le fluide. Et en déduire le rendement réel du moteur, eh bien, ici on a l'énergie utile qui est égale à P fois delta T. Et donc on me donne la puissance qui est de 25 kW fois 3600. Donc ça fait ici 25 000 fois 3600, je vais le donner en mégajoules. Donc ça fait 90 mégajoules. Et donc le rendement, qui est l'énergie utile sur l'énergie coûteuse, est égal à P delta T divisé par QCH, qui est donc égal à 90 mégajoules divisé par 293 mégajoules. Et donc on tombe sur un rendement de 0,31 qui est beaucoup plus raisonnable, ordre de grandeur très cohérent. Et puis ça montre aussi que le cycle est fortement irréversible. Ça c'est dû notamment à la réaction chimique. La réaction chimique qui génère beaucoup d'entropie. Et donc qui est fortement irréversible. Voilà, pour le rendement. Et donc, dans un dernier temps, on me demande de déterminer la masse de CO2 rejetée au cours de ce trajet. Eh bien, on a N de CO2 égale 6N. Donc, la masse de CO2 rejetée, eh c'est 6N fois la masse molaire de CO2. N, c'était 70 moles, donc 6 fois 70 fois la masse molaire du CO2, qui est de 12, plus 2 fois 16. Et on tombe sur 18,5 kg de CO2 rejeté. Donc voilà pour cet exercice. Je le trouvais assez intéressant dans la mesure où, à partir d'un calcul chimique, on arrive à déterminer un rendement de moteur physique. Donc ça permet de faire le lien vraiment entre la thermodynamique physique et la thermochimie. Donc c'est assez intéressant. J'espère que la correction vous a plu. S'il y a des questions, surtout, mettez-les en commentaire.